deux formes de confinement qui ont touché les populations de plus de 100 pays ont marqué 2020 et ont signé la fin d'une croissance ininterrompue de l'activité touristique internationale. Comme les autres, les Français sont très majoritairement restés sur le territoire national l'été dernier. Ils ont privilégié d'autres régions et formes de vacances, avec par exemple un engouement jamais vu pour le secteur des véhicules de loisirs et pour des régions au charme discret. Chacun tente depuis de concilier ses besoins de détente et de découverte avec les contraintes inédites de la période et avec un tourisme en pleine réinvention. Alors, un an après l'apparition de cette crise sanitaire, alors qu'elle est encore bien présente, quelles leçons pouvons-nous d'ores et déjà tirer de l'évolution des modes touristiques des Français? Comment réinventent-ils des vacances compatibles avec toutes les garanties sanitaires? Et enfin, quelles tendances de long terme se dégagent pour construire le tourisme de demain? Autant de questions dont nous allons pouvoir parler avec nos invités et l'animatrice de ce dialogue. Je commence par vous, Hervé. Hervé Gauthier, vous êtes représentant du comité de loisirs du camping-car qui regroupe tous les acteurs de la filière. Bonjour. Bonjour, donc oui, c'est le comité de liaison du camping-car ou CLC, affilié donc avec l'UNIVEDEL, le syndicat des constructeurs de véhicules de loisirs. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Bastien Dessèze, vous êtes responsable de projet expertise et développement de projets tourisme, loisirs, culture et patrimoine chez Atout France, l'agence de développement touristique de la France. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Donc je représente Atout France, l'agence publique de développement de la France, qui est chargée historiquement de la promotion de la destination France à l'étranger et depuis plus récemment de la promotion également pour le marché franco-français. Très bien. Et Nicolas Martin, directeur de l'Office du tourisme de la belle région du Pays Basque, nous rejoindra sous quelques minutes. En attendant, je passe la parole à l'animatrice de cet échange, Camille Debuchet, directrice attractivité de l'agence Signe des Temps, qui assure la promotion de nombreuses régions. Camille. Bonjour à tous. Voilà, directrice attractivité de l'agence Signe des Temps. Et en quelques mots, on est spécialisé sur tout ce qui est marketing touristique et marketing territorial. Donc bonjour à tous. À mon tour de vous présenter Benoît Panel, qui est donc le président de ISCAPA. Il y a effectivement Nicolas Martin qui nous rejoindra dans un second temps. Et aujourd'hui, avec nos 4 intervenants, l'objectif est de voir un petit peu quels sont les chiffres, les faits, les tendances que l'on peut observer et qui peuvent nous laisser à penser que le voyage en itinérance est peut-être considéré comme le futur du tourisme. Pour les journalistes qui nous suivent, vous donner un petit peu le cadre de cet échange. On va avoir 30 à 40 minutes d'échange avec nos intervenants autour de 3 thématiques. Et ensuite, on vous propose pendant une vingtaine de minutes de prendre et de répondre à vos questions. Donc, pour commencer, ce que je vous propose peut-être à nos intervenants, c'est de faire un petit exercice de synthèse pour démarrer la première thématique, qui est de voir un petit peu quel a été, quel est, parce qu'on est toujours dedans, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur le tourisme. Donc, petit exercice de synthèse, est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire, pour vous, quel est l'impact de cette crise sur le tourisme? Peut-être Bastien Dessèze, si vous voulez commencer. Bien sûr, merci. L'impact, très clairement, tout le monde le voit, les chiffres le confirment, il est énorme pour notre secteur. Si on veut être un peu plus positif, c'est aussi une occasion de réfléchir à beaucoup de tendances qu'on voyait déjà pour mettre en place les conditions du redémarrage du tourisme de la meilleure manière qui soit. Il y a un impact catastrophique et énorme depuis un an. Donc, on dirait en 2 mots, impact et peut-être challenge, du coup? Exactement, c'est le jeu, oui. Ok, en 2 mots alors. Hervé Gauthier? Oui, je valide. Donc, on est vraiment sur des changements en profondeur, inconnus à ce jour. Et c'est sûr qu'il y aura
de grandes modifications, mais je pense qu'il faut quand même, dans ce monde, être rassurant, puisque nous avons eu des défis à relever et nous avons des capacités d'adaptation inconnues et sans précédent qu'il faut vraiment mettre en avant. D'accord. Donc peut-être de la ressource, en tout cas, à disposition. Point positif, je pense qu'il faut positiver malgré la situation difficile. Faire confiance en nos capacités. Benoît Panel? Bien, écoutez, moi j'avais pensé à la réinvention, puisque effectivement, il y a beaucoup de gens dont la vie dépend de cette activité. À côté de ça, on voit qu'il y a 5% du territoire qui va concentrer 95% du tourisme. Il y avait une étude de l'OMT qui indiquait cela. Et peut-être que c'est l'occasion aussi de repartir sur des bases plus soutenables pour reconstruire. D'accord. Bon, en tout cas, ça fait du bien de vous entendre parce que c'est des mots assez positifs, en tout cas, même si on entend le défi qui nous attend et le challenge qui nous attend, en tout cas des messages plutôt positifs. Donc, ça fait du bien à entendre aussi. Alors, je ne sais pas si Nicolas Martin nous aura rejoint d'ici là, mais en tout cas, on a l'avantage d'avoir à la fois une vision globale par vous, Bastien, du côté d'Atout France, et une vision peut-être plus locale, plus terrain, du côté de Nicolas Martin et de la destination Pays Basque, pour voir un petit peu effectivement quels sont les impacts de la crise sur le tourisme. Bastien, peut-être si vous voulez commencer, quelles sont selon vous les grandes tendances, les grandes évolutions que vous avez pu observer dans le contexte du Covid sur l'activité touristique? Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres. On va parler de l'été pour le positif, mais là on est au mois de mars et donc le bilan de l'année 2020 a pu être tiré à peu près complètement. Donc même s'il y avait finalement assez peu de mouvements à étudier, on a pu se rendre compte des choses. La saison estivale, très clairement, a été sauvée par la clientèle domestique, par la clientèle des Français, et également un petit peu par une amélioration des flux en provenance des marchés européens de proximité. Mais la fin de l'année, après cette petite embellie estivale, la fin de l'année, c'est de nouveau caractérisé par une dégradation des indicateurs et des recettes du tourisme international en France qui ont reculé encore fortement, qui ont perdu plus de 60% en novembre et moins de 50% en décembre par rapport à la même période sur l'année précédente en 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, le tourisme français aura perdu 28,4 millions de recettes 28,4 milliards d'euros de recettes internationales, ce qui représente une baisse de près de la moitié par rapport à l'année dernière. On était à presque 60 milliards d'euros de recettes de tourisme international. On sera cette année sur moins de 30. Dans le même temps, le solde du poste voyage de la balance des paiements, il reste positif à 3,9 milliards d'euros, mais il enregistre quand même une perte de près de 7 milliards d'euros par rapport à 2019. Donc un apport du tourisme qui devient extrêmement réduit dans les exportations françaises. Je voudrais faire un petit focus. On va parler pas mal de transport et de véhicules de loisirs ce matin sur l'autre secteur qui marche avec. Une fois qu'on s'est transporté dans un endroit, il faut y dormir pour qu'il y ait du tourisme. C'est le secteur de l'hôtellerie qui a subi parmi les plus brutalement les mauvais chiffres de l'année et qui devra faire l'objet de tous les soins pour la reprise afin qu'il reste une offre touristique pour accueillir les touristes quand ça pourra reprendre. L'hôtellerie, elle a subi, en plus de ce repli général des activités, les gens peuvent plus se déplacer, à la fois l'absence de la clientèle internationale et l'absence de la clientèle affaires. Donc, pour donner une idée de cet impact, à fin 2020, les hôtels des destinations urbaines, et en premier lieu Paris, ils enregistrent les plus forts replis de leur activité qu'ils n'ont jamais connus.
Le bilan de cette hôtellerie, ça se traduit par des indicateurs particulièrement faibles. Et sur l'ensemble de l'année, les taux d'occupation sont d'à peine 32,5% pour la totalité de l'année 2020. Et le chiffre d'affaires, le RevPAR, l'indicateur de l'hôtellerie, le chiffre d'affaires par chambre, s'est effondré de plus de 60%. Alors, sur l'été en tant que tel, parce que c'était quand même une période particulière et où on a pu voir un certain nombre de choses, d'indicateurs qui vont montrer comment la reprise pourra se faire. On a eu une bonne tenue du taux de départ des Français en France, évidemment. Les Français sont partis en France, pas seulement à défaut de pouvoir partir. Les marchés européens ont, pour ceux qui l'ont pu, été au rendez-vous, les Belges, les Suisses et les Pays-Bas. Ça a permis à de nombreuses destinations de contenir l'impact de la crise sanitaire entre mi-juillet et mi-août. Ça représente peu sur une année, mais c'était quand même important que ça puisse avoir lieu. Alors, on a estimé à Tout France, avec nos partenaires qui observent toute cette activité, la conjoncture, on a estimé entre moins 50 et moins 60 milliards d'euros l'impact sur les recettes touristiques de l'année. On avait une base de 170 milliards d'euros d'impact du tourisme de l'économie. Il a baissé de 50 à 60 milliards d'euros. C'est donc une baisse pour toute l'année, comprise entre 30 et 35%. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait craindre en début de crise, les Français n'ont pas fait de croix sur leurs vacances d'été et massivement pour la France, en privilégiant, sans grande surprise, les destinations nature, les destinations propices au ressourcement et au retrouvailles au grand air, la montagne, la campagne, les bords de mer, à l'exception de la Corse, ont pu tirer leur épingle du jeu en France métropolitaine. D'accord. Est-ce que sur le plan des nouvelles attentes en ce qui concerne tout ce qui est sanitaire, en tout ce qui concerne mesures d'hygiène, est-ce que vous avez observé aussi des demandes plus importantes de la part des clientèles? Est-ce que ça peut être évalué, on va dire? Évalué, pas vraiment pour l'instant, tant que les déplacements sont restreints. De toute façon, c'est ça qui va guider les chiffres. Pour l'après, c'est certain que crise ou pas crise, les clients vont avoir des exigences accrues là-dessus. Les vacances, les voyages en général, l'un des soucis principaux, ça a toujours été la sécurité. La sécurité qui pourrait être physique et la sécurité maintenant sanitaire. Et donc pour ça, les professionnels ont eu tout le temps de préparer tout ce qu'il faut en termes de protocole. On a toujours été très spécialisé sur les métiers de l'accueil et de s'adapter à ces contraintes-là. Ça sera pris en compte par les professionnels et ça ne sera pas un problème. La France restera toujours une destination plutôt haut de gamme et exemplaire de réassurance les touristes sur la sécurité. Oui, mais c'est intéressant effectivement de le formuler comme ça, de dire qu'effectivement la sécurité physique, de le rappeler en tout cas, a toujours été quelque chose d'important pour les clientèles touristiques et qu'aujourd'hui vient se doubler à cette sécurité physique la sécurité sanitaire et qu'en tout cas cette crise sanitaire va créer de nouvelles exigences sur le long terme, quoi, en fait, au niveau des clientèles. Bien sûr, ça c'est choses qui vont demeurer, pas forcément dans les mêmes proportions, mais enfin, les professionnels ont pu s'adapter. C'est vrai que jusqu'ici, ce qui pouvait être des catastrophes pour le tourisme avant cette crise, ça pouvait être des agressions sur tel ou tel type de clientèle étrangère. Les questions de sécurité étaient déjà là. On a eu les attentats et on a montré qu'on était capable de s'adapter aux situations pour continuer à garantir la sécurité. Ça sera la même chose avec le sanitaire quand les établissements pourront ouvrir. Très bien. Merci beaucoup, Bastien, pour ce retour. Du coup, pour conclure sur cette première thématique de l'impact du Covid sur le tourisme, ce qu'on entend, c'est que le phénomène majeur, c'est effectivement cette clientèle, ce marché domestique qui a réellement sauvé la saison 2020.
On peut parler d'un intérêt renouvelé des Français pour la destination France, même si à la base, c'est vrai que le marché domestique, la France bénéficie de ce marché domestique et qui est envié, je pense, par beaucoup de pays dans le monde, puisque les chiffres montrent même qu'en 2019, avant la crise, 80% des Français qui sont partis au moins une fois en France. Donc, on bénéficie déjà d'un marché domestique très intéressant. À l'été 2020, sur 53% des Français qui sont partis, 53% des Français sont partis et 94% sont partis en France. Donc, on sait que même si c'est le résultat d'une contrainte, en tout cas, cet intérêt est renouvelé et à transformer, c'est une flamme aussi à entretenir pour ces destinations françaises vis-à-vis de cette clientèle. Ce nouvel intérêt, il s'accompagne de nouvelles exigences sanitaires. On l'a bien compris par votre intervention, Bastien. C'est aussi ce qui permet l'émergence de destinations un peu plus confidentielles. On entend bien que le tourisme urbain a été particulièrement touché par la crise sanitaire, ce qui permet de mettre un peu en lumière des destinations plus confidentielles, qui sont plus liées au grand air, qui sont plus liées au fait d'être loin du tourisme de masse. On a parlé de la montagne, on a parlé de la campagne, sans tenter de jouer les devins sur l'avenir. Mais en tout cas, il y a une étude Abritel qui nous informe que seulement 27% des familles françaises envisagent de partir à l'étranger en 2021, ce qui est quand même très peu. Donc, on peut imaginer que l'été prochain sera à nouveau marqué par cet intérêt des clientèles françaises pour la destination France. En tout cas, voilà pour les premières tendances qui se dégagent sur cette thématique-là. Dans un second temps, je vous propose qu'on fasse un focus sur le secteur des véhicules de loisirs et du tourisme en itinérance. Quelques chiffres peut-être sur pareil, avant la crise sanitaire. En 2017, on avait plus d'1,8 million de camping-cars qui étaient en circulation en Europe, avec déjà des pratiques et des adeptes que l'on observait comme étant de plus en plus variés. Donc, il y avait déjà un changement qui s'installait. Peut-être voir dans cette partie comment se portait ce secteur avant la crise sanitaire et quel a été l'impact de celle-ci sur ce secteur. Hervé Gauthier, peut-être, si vous voulez nous en dire quelques mots. Alors oui, donc le chiffre d'1,8 million a progressé, donc depuis 2017 à 2019, on a vu une augmentation du parc européen à 2,2 millions de véhicules. Donc le parc français roulant était estimé à 525 000 unités en 2019, le deuxième plus important derrière l'Allemagne. Donc, quelques chiffres. Le marché des immatriculations de camping-cars neufs est passé de 18 000 unités en 2010 à environ 25 000 en 2020, donc année exceptionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que ce mode de loisir séduit les Français et les Européens, donc en villégiature en France, par la liberté et la maîtrise du budget qu'il procure. Donc, dans cette période de crise qu'on vit, le camping-car permet un mode de vie en toute sécurité, dans un environnement comme à la maison, une réelle bulle sanitaire mobile. Donc, les loisirs en camping-car continuent à attirer de plus en plus. On a connu des restrictions de déplacement, donc mémoire, de mai à juin, on était limité en France à une distance de 100 km maximum. Ont réellement contribué à accentuer l'intérêt de ce mode de loisir. Donc, en revenant à l'étude DGE Univedel, il est à noter aussi que le budget moyen de dépenses de camping-caristes se situe entre 30 et 90 euros par jour auprès des commerces locaux. Donc, c'est un acte d'achat très local. Voilà ce qu'on peut en dire un peu sur le monde du camping-car. D'accord. Au niveau de ISCAPA, Benoît,
comment a évolué effectivement votre activité? Bien, écoutez, notre activité, elle évolue. Enfin, on est une boîte qui avance vite et qui avance bien depuis longtemps, hein, en 2019. Donc, il y a un engouement qui se manifeste au travers des demandes des gens pour effectivement voyager en camping-car, en van et en fourgon, par le biais de services. En 2019, déjà, on était en croissance 87%. Ouais. Quand même, ça, c'était avant la crise Covid. L'année dernière, du fait des limitations de déplacement qu'on limitait tant sur la fin de l'année, novembre-décembre, que mars, avril, mai, les possibilités de déplacement des Français, notre croissance était restée supérieure à 20%, avec une saison du coup contrainte. Et quand je regardais, c'était un sondage YouGov qui est sorti en décembre, qui parlait de 31% des Français qui avaient une volonté de voyager sous forme itinérante cet été. Et bien, sur 2021, on s'entendre que ce qui était une tendance vraiment, un usage très, très marginal il y a 10-15 ans. Et maintenant, la volonté à minima de le tester, et après on devient accro ou pas, mais à minima de le tester est devenu tout à fait partagé par le grand public, et je pense accéléré par cet événement Covid, crise sanitaire sur 2020. Mais c'est vrai qu'entre vos retours, Benoît et Hervé, on entend déjà que effectivement ce voyage en véhicule de loisirs, ce tourisme en itinérance répond à un certain nombre de besoins, parfois même d'angoisse de la part des clientèles touristiques. Vous parliez de bulle sanitaire, Hervé, c'est exactement ça. C'est une sorte de sécurité qui est apportée en pouvant partir dans son véhicule. On entend aussi ce chiffre intéressant de consommation journalière de 30 à 90 euros par jour, ce qui est important, parce que c'est vrai qu'on peut parfois se demander si le fait d'être comme ça en indépendance dans son véhicule, est-ce que la consommation sur le territoire est importante? Là, la réponse clairement est oui. 30 à 90 euros par jour, c'est important. Et on entend que pour vous deux, en tout cas, que presque le secteur a été moins impacté que les autres, en tout cas pour cette saison et pour la période estivale de 2020. Est-ce que c'est bien ça? Du coup, vous avez senti un peu moins peut-être l'impact? Alors, moi, je pense qu'on l'a moins senti, oui, quand on entend les chiffres catastrophiques pour nos amis hôteliers, de tout cœur avec eux, parce que vraiment, ça va être difficile, quoi. Nous, on a moins senti l'impact parce qu'en fait, il y a la période sur laquelle on était capable de fournir nos services, de remettre, de louer, d'avoir accès à des camping-cars, des vannes en France. On a eu moins de temps pour l'exercer. Quand il y avait des restrictions de déplacement, les gens forcément ne se déplaçaient pas. À côté de ça, par contre, sur le long terme, l'intérêt pour ce mode de vacances existait déjà avant le Covid. C'est l'accélérateur, la partie protection. Il y a quand même tout un fond de désir de changement des vacances qui est apparu depuis une dizaine d'années, qui explique que là où Hervé parlait d'une flotte en circulation en France de 525 000 véhicules, on était à 200 000 en 2009. Oui. Donc, c'est sur le long terme qu'il y a ce goût pour ce type de vacances et un accélérateur du fait de la restriction de la crise Covid. Donc, en fait, une croissance qui se poursuit presque et voire qui s'accentue avec la crise sanitaire, et ce qui peut laisser à penser, en tout cas, que le voyage en itinérance et en véhicule de loisirs constitue une alternative et une réponse aux nouvelles attentes générées par la crise du Covid. Je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième thématique, qui est un peu la mise en relation de l'ensemble de ces éléments, et on a déjà commencé à y répondre. C'est de savoir quels sont les signaux qui laissent à penser que le tourisme en itinérance,
en véhicule de loisirs, parce qu'il y a d'autres types de tourisme en itinérance, et le futur du tourisme. D'un côté, effectivement, on sent des changements profonds dans la pratique du tourisme qui ont été accentués avec la crise, qui se renforcent. Toute la partie sensibilité écologique, retour au vert, on voit l'attrait des nouvelles destinations, tout ça a été renforcé, mais c'est aussi l'émergence de nouvelles attentes. On peut parler, certains ont parlé d'une idée de repli sur soi, alors pas forcément dans le côté négatif, mais en tout cas dans un rapport plus individuel au voyage et le besoin de retrouver aussi ses proches. Ça, c'est quelque chose qui émerge beaucoup dans les nouvelles attentes, et effectivement le besoin de rassurance sanitaire. On parle à côté de ça dans le tourisme, mais comme dans beaucoup de secteurs qui ont été fortement impactés, de formes de voyage vengeance, c'est-à-dire c'est l'envie, le besoin en tout cas, et le manque qui est vécu par beaucoup de gens, voilà, le manque des vacances, quoi, en fait, de pouvoir partir. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est quelle forme va prendre ce voyage vengeance, et est-ce que les vacances en itinérance vont à nouveau s'imposer cet été. Pour vous, peut-être Bastien, pour commencer, quels sont véritablement les phénomènes observés, les nouvelles attentes auxquelles le voyage en itinérance peut répondre? Sur ces tendances, c'est ce que vous avez dit, en fait, des tendances qui étaient émergentes depuis longtemps, qui montaient et qui s'accélèrent véritablement, en fait, qui avaient sans doute besoin de ce déclencheur, mais l'envie d'itinérance, l'envie de durable, l'envie de proximité, tout ça, c'était dans les tuyaux. Et là, soudain, faute d'autre chose, les gens l'ont fait. Ils se déplacent plus à proximité. C'est vrai pour les camping-cars. C'est exactement la même chose en matière d'itinérance pour ce qui est du vélo, où la pratique a explosé cet été, et avec des retombées économiques qui sont aussi importantes. Les touristes à vélo, vous avez dit 30 à 90 euros pour les camping-cars. Pour les touristes à vélo, on est sur des moyennes de 68 euros de dépenses par jour. Donc, on a ces pratiques que tout le monde découvre un petit peu ou redécouvre, et en disant mais finalement c'est des clientèles qui rapportent, finalement avec ces camping-cars, avec les vélos à assistance électrique, on a des pratiquants qui sont très différents de ce que c'était avant, où c'est pas seulement les camping-cars d'antan ou le camping hyper simple. Aujourd'hui, on a des seniors, des familles, des CSP+, parmi le reste qui pratiquent ces itinérances dans des conditions de confort importantes. Le vélo électrique, ça ouvre la pratique du vélo à tous ceux qui ne sont pas sportifs, et ça génère des retombées importantes, et en plus à la fois sur le gros des saisons et aussi sur tout type d'hébergement, où on peut aller des hébergements de charme si on reste juste pour dormir quelques heures, à des hébergements plus sommaires. Donc tout ça, c'est intéressant, et ça s'est vraiment accéléré à la faveur de cet été. Et c'est des choses qui vont demeurer, parce que c'était vraiment inscrit dans les aspirations des gens. Donc, on a aussi pu matérialiser vraiment l'envie de ce qu'on appelle le staycation, c'est le fait de passer ses vacances chez soi. Les Français, vous l'avez dit, 94% des Français sont partis en France cet été. Alors évidemment, ils n'ont pas pu aller en Grèce, ils n'ont pas pu aller en Espagne, ils avaient quand même envie d'aller en vacances. Mais il se trouve que malgré tout, beaucoup ont redécouvert leur région, les régions voisines, et des choses qui n'étaient pas dans le scope, que maintenant le sont, et pourront se mixer avec autre chose. Il y a cette envie de
voyage vengeance. Quand on pourra, on voyagera, mais dans une année, ceux qui en ont les moyens pourront voyager loin et aussi se dire que pour un week-end ou une semaine, on peut très bien aller dans les régions alentours et pratiquer un tourisme tout à fait différent. D'accord. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais sur ce marché domestique français, sur le staycation, on a vu au niveau d'Atout France l'été dernier l'opération cet été je visite la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Bastien, sur les répercussions? Ça a été pour Atout France aussi une nouveauté, ce que je vous disais en introduction. Jusqu'ici, Atout France, on a toujours vendu la destination France au marché étranger, au matin, aux clientèles de proximité, mais à l'étranger. La nouveauté pour nous, ça a été donc de faire la promotion du tourisme franco-français en s'appuyant sur tous les efforts qui ont été déployés par les régions, les départements qui ont beaucoup communiqué sur leur destination en se disant on va avoir un flux et une manne de visiteurs français potentiellement cet été. Donc chacun a pu se vendre et mettre en valeur ses qualités. Nous, cette nouveauté de la promotion de la France sur le marché français, ça a été la campagne partenariale, le hashtag cet été je visite la France, une campagne qui se voulait fédératrice, solidaire de nos destinations et complémentaire de ces campagnes menées par les organismes institutionnels locaux au niveau des régions, des départements et des offices de tourisme. Les retombées de cette campagne, elle a rencontré un grand succès. On a eu plus de 65 partenaires qui ont joué le jeu de ce hashtag. Cet été, je visite la France. Plus de 22 millions de vidéos vues, par exemple, pour donner un chiffre des retombées. Et c'est un beau résultat parce que pour nous, c'était une première. Et donc, il y a eu une vraie fédération d'intérêt de cet effort-là. Oui. La situation étant ce qu'elle est redevenue après cette appel de l'été, on a enchaîné sur ce hashtag en créant un nouveau hashtag je redécouvre la France pour maintenir la mobilisation dans le temps, pour maintenir cet intérêt pour mes destinations à l'intérieur de la France. Le hashtag je redécouvre la France, c'est une nouvelle mobilisation collective pour soutenir notre marché touristique domestique et pour surfer sur cette tendance du staycation et sur le formidable bassin de clientèle qu'on a aussi et qu'on peut désormais qu'on va mieux travailler, mieux profiter de notre marché domestique. D'accord. Oui, c'est intéressant sur le fait de continuer effectivement cette campagne avec le hashtag Je redécouvre la France pour justement faire perdurer cette flamme, comme on disait un peu au début, au niveau des clientèles domestiques. Hervé, peut-être pour vous, quels sont les signaux dans votre secteur qui laissent à penser que le voyage en itinérance a encore de beaux jours devant lui, peut-être au niveau des clientèles, justement? Alors, la destination France peut être tout à fait étudiée, peut être tout à fait découverte grâce aux différents types de camping-cars qui existent, en incluant donc les vannes et les fourgons. Donc, on a des véhicules avec un équipement, un confort, une maniabilité, une habitabilité, un espace ou une maniabilité plus ou moins prononcée. Et donc, ça permet de satisfaire l'ensemble des besoins des touristes et comme on a pu le dire, de tout âge. Donc, un camping-car est un véhicule automobile comme les autres. Donc, pour le coup, il est soumis au même code de la route qu'une voiture particulière. La grande majorité des camping-cars, vannes ou fourgons, peuvent être conduits par un permis de conduire de la catégorie B comme une voiture particulière. Donc, le stationnement sur la voie publique est autorisé pour une période par contre limitée.
Le fait de déplier un auvent, installer des chaises, est assimilé à une activité de camping et donc là, n'est pas, dans la majorité des cas, possible. Néanmoins, l'accueil en camping et parc résidentiel de loisirs est tout à fait possible. Et comme on l'a dit précédemment, cette clientèle a un fort pouvoir d'achat. Donc, l'accueil est à favoriser, comme ça peut être dit par le passé déjà. Voilà. D'accord. Okay. Merci beaucoup Hervé. Peut-être Benoît, au niveau d'ISCAPA, pour vous, quelle serait un petit peu la tendance, s'il fallait en retenir une, qui laisse à penser voilà, que le voyage en itinérance est le futur du tourisme? Est-ce qu'il y aurait une tendance dont vous voudriez nous parler? Oui, il y en a une sur un secteur où le propriétaire a un âge moyen qui était de 59 ans il y a quelques années, il est tombé à 54 ans. Ouais. Et une deuxième en corrélation qui peut paraître futile, hein, c'est la tendance van life, l'attrait que ça a sur les réseaux sociaux et le public que ça attire. Puisque ce public se caractérise par étant un public jeune, on peut imaginer qu'il y a aussi un relais de clientèle, entre guillemets, pour le secteur, et puis un intérêt qui est passé d'un intérêt concentré aux seniors à un intérêt qui se répand chez tous les types d'âge de la population française. Ouais. Ok. C'est intéressant. J'ai aussi, par rapport à la destination Pays Basque, Nicolas Martin, donc, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, mais qui nous indique pour sa destination qu'il a enregistré à l'été 2020 plus 20% de nuitées pour les camping-cars, ce qui est quand même un chiffre vraiment conséquent pour cette clientèle, et qui laisse imaginer que pour beaucoup de destinations françaises, en tout cas, il y a effectivement un intérêt à s'intéresser de très près à ces clientèles en itinérance et en véhicule de loisirs pour l'avenir, quand on sait la consommation qu'elles peuvent faire sur place. Par rapport à vos interventions sur cette dernière thématique, ce qui est intéressant, c'est que j'entends vraiment qu'il y a une sorte de double tendance auquel répond le voyage en itinérance. C'est d'un côté une réponse aux attentes immédiates sur le côté normes sanitaires, sur le côté sécurité, individualisation du voyage aussi, l'accès à des spots un peu plus confidentiels. C'est vrai que le voyage en itinérance permet de répondre à cette attente de partir près de chez soi et de redécouvrir les destinations françaises. Et puis, il y a une tendance de fond aussi que j'entends qui se confirme autour de la construction vraiment d'un imaginaire puissant qui est lié au voyage en itinérance et en véhicule de loisirs, qui là est plus le travail de plusieurs années de la part des opérateurs, qui répond à un besoin de liberté qui aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, est très important pour les clientèles. Et c'est vrai que ce besoin de liberté, s'il était associé, en tout cas pour toute la partie véhicule de loisirs, camping-car, plutôt à des profils de retraités qui peuvent profiter des beaux jours, aujourd'hui, c'est vraiment une tendance de liberté, mais qui s'applique à tout le monde, en fait, et dans laquelle tout le monde peut se retrouver. On entend un rajeunissement au niveau des clientèles pour ça. Donc, un symbole de liberté. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette idée que c'est des vacances sur mesure qu'on peut se faire avec des véhicules de loisirs. L'idée que l'on peut se créer des points de vue un peu où on veut, où on veut, dans quand même sur des zones qui sont dédiées à ça, mais en tout cas, on peut avoir des points de vue assez uniques. Et c'est ce qu'on voit souvent sur toute la tendance van life et sur les réseaux sociaux dont vous parliez, Benoît. Ce qui permet de penser que ce voyage en itinérance, il est vraiment une expérience à part, en fait. J'insiste sur ce terme d'expérience parce qu'on sent que c'est vraiment
l'enjeu pour les destinations pour se réinventer et pour susciter cet intérêt justement des clientèles françaises. Le voyage en itinérance, il s'apparente presque à une philosophie et presque à une communauté. En fait, on a l'impression d'intégrer une communauté quand on part en voyage en itinérance. Et on tient peut-être là, voilà, une des clés pour faire perdurer en fait le nouvel intérêt des clientèles françaises pour la destination France, et ce qui laisse à penser que effectivement le voyage en itinérance a encore de beaux jours devant lui pour répondre aux attentes des clientèles. Est-ce que peut-être pour un dernier exercice de synthèse, on va dire, est-ce que chacun, vous pourriez nous compléter la phrase « Le futur du tourisme sera ». Est-ce que vous pouvez compléter en suivant comme bon vous semble? Peut-être Hervé, si vous voulez commencer. Rassurant. Est-ce que ce terme vous convient? Très bien. Il me plaît. Bastien? Moi, je dirais qu'il sera pluriel. On avait beaucoup parlé avant la crise de surtourisme. Oui. On l'avait beaucoup critiqué à juste titre, mais parfois un peu à tort et à travers. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de slow tourisme. Il faudrait que ça soit aussi pour construire de vraies offres et construire ce tourisme pluriel où on puisse à la fois aller sur les grands spots et dans les plus petites destinations, on puisse aller dans les 5 étoiles et dans les campings aussi. Ouvrir le champ des possibles. Exactement. Très bien. Benoît? Je vais reprendre tout à fait l'idée dont parlait Bastien, puisque moi je suggérerais qu'il sera durable, puisque effectivement le surtourisme amène des effets contingents qui font que c'est pas quelque chose qui peut perdurer, ça crée des frustrations, etc. Également, si tout le monde se met à voyager en vélo ou en camping-car, il faut qu'on organise le flux de ces personnes, leur réception avec des endroits qui vont leur donner à la fois la possibilité d'être d'être dans la légalité, de faire ça de façon confortable et du coup que ce soit durable. Et ça nécessite également de s'organiser. Et je pense que c'est la seule solution pour que chaque forme de tourisme puisse coexister dans la durée, c'est de le faire de façon organisée et peut-être en temps pour aller aussi découvrir le potentiel des régions qui étaient méconnues jusqu'à présent. Donc rassurant, pluriel, durable, organisé et presque équilibré en fait. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, on est d'accord. Parfait. Merci beaucoup à vous trois. Je vous propose qu'on passe peut-être à la deuxième phase de ce webinaire et peut-être qu'on prenne des questions de journalistes. Alors, je ne sais pas où est-ce que les questions vont apparaître, par contre. Très bien. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis ensuite on les fera. Nos intervenants ils pourront y répondre. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a Antoine Chapenoir qui est en train de poser une question. Si vous avez la possibilité aussi d'indiquer pour quel média vous travaillez.
On entendait finalement très bien, Bastien, le micro, là, c'était… Tant mieux. Donc, Antoine Chapelier qui nous demande est-ce que les structures d'accueil sont-elles adaptées à l'augmentation du nombre de camping-cars? Peut-être Hervé ou Benoît? Alors, c'est vrai que la fermeture des frontières a entraîné un afflux, je pense, pour la destination tourisme. On peut le voir, on a pu le voir donc sur 2020, sur 2021, je pense que ça sera fondamentalement le cas aussi. Donc, forcément, il y a des besoins qui naissent et je pense qu'ils iront en augmentant sur la capacité d'accueil. Donc, on a, c'est vrai, des demandes de plus en plus prononcées des acteurs locaux du tourisme souhaitant quid de développer une nouvelle ère, augmenter le nombre de places de stationnement. Donc, quelque part, on a un vrai écosystème qui se développe de plus en plus pour accueillir de plus en plus favorablement. On a des demandes assez importantes d'acteurs locaux. Donc ça, c'est un vrai phénomène qui, je pense, a augmenté avec le Covid. À noter que sur cette capacité d'accueil, il y a aussi un des reproches que nos utilisateurs nous avaient fait venir dans les premières années, qui est, moi, c'était ma première expérience de location. Je me suis retrouvé sur une dalle de béton avec 30 véhicules et c'est pas ce que je souhaitais. Les enfants adoraient, moi pas trop. Je leur ferais pas en fait. C'est pas ça que je voulais faire. Pas dans ce que je voulais vivre. Et du coup, maintenant, on les accueille beaucoup plus sur comment va se dérouler l'intégralité de votre location et pas seulement la rencontre, la prise en main du véhicule. Et du coup, on les pousse énormément vers des solutions du type France Passion qui vous permet d'accéder à plus de 2200 fermes en France, où vous allez pouvoir à la fois découvrir le territoire visuellement, mais aussi échanger avec la personne qui vit vraiment. Tout le concept est sans obligation, mais que la politesse vous invite à aller acquérir une partie de votre vin ou de ce que vous allez consommer dans la production de l'agriculteur. Donc, il y a un échange qui se crée par ceci. Et là, je pense que c'est une des opérations de réception qui à la fois sont bénéfiques pour chaque partie, et c'est vraiment ce que veulent vivre les gens. Et par des limitations de réception, un maximum de 8 véhicules par exploitation agricole, il y a aussi cette garantie de ne pas être les uns sur les autres. Et je pense que c'est ce type de solution est vraiment encouragé de par le côté équilibré justement qu'elles ont. Oui, de faire du camping. Oui, c'est vrai qu'en rajoutant, il y a une recherche d'authenticité, il y a une recherche d'écologie, on a peu abordé ce sujet, mais le camping-car a quand même des points importants, des vecteurs importants au niveau écologique. C'est vrai qu'on mange local, on voyage local, on est dans la proximité et on peut, pour le camping-car, se déplacer un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, indépendamment des circuits classiques qu'on peut connaître en juillet, août. Donc là, on est sur un tourisme à l'année. On a aussi, on a peu parlé, mais du système Caravannège. Donc, c'est se déplacer, sur. Alors, cette année, c'est un peu compliqué, mais pour aller skier, donc des gens se déplacent donc à proximité des pistes avec leur camping-car et donc profitent pleinement des services de proximité sur cette autre pan du tourisme qui est le tourisme de montagne l'hiver. D'accord. Oui, c'est intéressant de voir comment ça peut aller. Ça peut permettre d'aller
c'est vraiment le où on veut quand on veut et presque de partir sur un coup de tête aussi, ce qui est assez séduisant pour voilà, à la fois partir sur comme vous dites, sur un week-end, sur un court séjour, comme sur une période un peu plus longue, mais en tout cas d'être libre même de changer son planning au dernier moment, quoi, si on a envie. Ça va aussi dans le système des micro-aventures. Et Ouais. ce que vous mentionniez, Bastien, sur l'explosion du tourisme cycliste, va exactement là-dedans. Hein. Changez vos habitudes sur 2-3 jours et partez découvrir votre région sous un autre œil que vous avez depuis votre berline habituellement, quoi. Oui, c'est exactement la même chose sur l'itinérance en général, mais avec cet enjeu justement que où on veut, quand on veut, ça soit permis, facilité par les structures d'accueil, notamment en camping-car, où on arrive avec ce pouvoir d'achat, on n'a pas d'hébergement à payer, mais on va pouvoir, pour les campings qui vont s'ouvrir plus aux camping-cars pour les accueillir dans les meilleures conditions, ça fait des retombées. Et surtout pour les territoires en général, de pouvoir les accueillir près des zones qui sont à la fois agréables, mais aussi là où se trouvent les aménités et la possibilité de faire des courses, de visiter des choses. Donc c'est bon pour tout le monde, à la fois pour réguler ces flux de véhicules pour les installer dans les endroits les plus adaptés et pour inciter à la consommation locale et à la découverte des villages, des territoires où ils se trouvent. Parfait. Antoine Chapenoir, du coup, j'espère qu'on a répondu à votre question. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions de journalistes qui nous soient arrivées. Eh bien, écoutez, enfin, si elles nous parviennent par la suite dans le cadre éventuellement même de gens qui auront vu l'émission en replay, on pourra les communiquer si elles sollicitent l'avis de l'un ou de l'autre. Bien sûr. On avait parlé d'1 heure. C'est important pour tout le monde qu'on s'en tienne au timing. En tout cas, c'est ce que vous nous laissiez, c'est ce qui était indiqué. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, Camille? Est-ce que j'ai un mot de conclusion? Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir vos regards croisés et complémentaires sur ce secteur-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir effectivement à quel point on confirme une tendance par rapport à cette pratique, à quel point elle répond à tous les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui au niveau des clientèles touristiques et des destinations, parce que nous, on a plus l'habitude de travailler pour des collectivités et des destinations touristiques. Je pense vraiment que voilà, cette notion d'expérience, il y a quelque chose d'un peu, enfin, je vous parle d'un point de vue personnel aussi, mais il y a quelque chose d'un peu excitant dans le voyage en itinérance et dans le voyage en camping-car. Cette idée de rejoindre une communauté, je pense que Nicolas Martin du Pays Basque aurait pu nous en parler, mais voilà, quand on part en vacances, en van ou en camping-car, on a vraiment cette impression de rejoindre une communauté, un peu le clan Campbell, si vous voulez, et puis voilà, d'avoir des nouvelles pratiques qui se mettent en place. Et je trouve ça intéressant de voir comment ça peut constituer une expérience vraiment intéressante pour les destinations à proposer et à organiser, comme on disait, pour les clientèles touristiques. Et on voit que voilà, tous ces éléments-là, vous les connaissez aujourd'hui, vous les avez mis en place pour que l'expérience touristique en itinérance se passe du mieux possible. Donc, je pense que c'est quelque chose à surveiller de très près sur l'évolution de ce secteur-là, en tout cas. Bien, écoutez, on n'a pas de nouvelles questions, donc moi, je vous remercie très, très, très sincèrement de vous être prêté à cet exercice ce matin. Et puis, écoutez, très bonne suite à chacun de vous. On vous communiquera les futures retombées de ce webinaire. Et vraiment, du fond du cœur, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.
Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.